sujet sur la table, avec une difficulté qui se traduit immédiatement en termes économiques aussi, c'est que nous sommes en fait en face de ce que l'on pourrait appeler une inversion des raretés. Le développement économique qui a été le nôtre depuis le XVIIe siècle, moins dans le monde occidental, s'est fait sur le travail et le capital, l'accumulation du capital et le travail. Dans ce système, la nature, je ne parle pas seulement des services rendus par la nature dont je parlais tout à l'heure, mais la nature au sens des biens naturels, de la matière première, de la terre, de l'eau, de l'air, ne valait rien ou très peu de choses. Nous sommes aujourd'hui dans un monde, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, nous sommes en face d'une inversion des raretés. Il y a beaucoup d'humains très bien formés, y compris dans les pays du Sud, et donc ce n'est plus dans le travail que l'on va vraiment pouvoir créer la valeur, et nous en savons tous quelque chose dans nos pays, nous sommes confrontés à des phénomènes récurrents de chômage. Ce n'est plus le capital, même si nous sommes aujourd'hui en face d'une crise de liquidité, de l'argent sur la planète Terre. Par contre, ce que nous avons de moins en moins, c'est des ressources naturelles. C'est donc elles qui valent cher. Et c'est donc à partir des ressources naturelles qu'il peut y avoir de la création de richesse et de la création de valeur. Ce qui veut dire que nous avons à inventer un modèle de développement économique, et j'en viens là, un modèle de développement économique qui ne peut être assis que sur une utilisation aussi sobre que possible des ressources naturelles. Que ce soit le sol, que ce soit l'eau, que ce soit les énergies non renouvelables ou les matières premières. Cela veut dire que l'invention de la société post-pétrole, qui est celle vers laquelle nous devons aller, qui est en même temps cette société d'un développement soutenable, est l'invention d'une société où la création de richesse ne va plus pouvoir se faire sur toujours plus de produits, elle va devoir se faire sur une société qui rend des services et qui gagne sa vie en rendant des services et non plus en vendant des produits, et avec des produits qui devront être fabriqués de manière extrêmement économe, destinés à durer dans le temps, et avec une appréciation particulièrement fine de leur caractère non toxique. C'est donc un nouveau mode de développement économique que nous avons inventé, qui ne concerne pas seulement la production. Je vous en donnerai rapidement un exemple. La société du pétrole, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, a bien entendu eu des conséquences extrêmement importantes sur l'organisation de toute notre vie, sur l'organisation de nos villes. Souvenez-vous de Georges Pompidou disant au début des années 70 qu'il fallait adapter la ville à la voiture. C'est pas si vieux, c'est pas si loin, ça fait 35 ans. Sur une pétrochimie, sur un mitage urbain, parce que précisément, un mitage de l'espace rural, parce que précisément nous pouvions toujours nous étendre davantage. La terre agricole était considérée comme quantité négligeable et la mobilité permettait précisément d'aller toujours plus loin, de construire toujours plus. C'est comme ça que s'est fait le développement suburbain américain, par exemple. La croissance américaine, elle s'est faite sur de l'automobile et de l'immobilier. On voit les conséquences de reste aujourd'hui. La société post-pétrolière va être une société dans laquelle l'organisation de notre vie va être conçue complètement différente. À partir du moment où les trajets vont être chers, au moins tant qu'on n'a pas trouvé un substitut aussi valorisable et valorisable au pétrole, qui présente toutes les qualités, puisqu'on peut le transporter, il a un pouvoir énergétique fantastique, il a de multiples usages. On n'est pas prêt d'avoir une source énergétique qui offre les mêmes services. Donc nous allons avoir une société de transition qui va durer combien de temps, je ne sais pas. Et comme le nôtre, la France, qui est un des pays qui en Europe est le plus doté d'espace. Nous n'avons jamais, mesdames et messieurs, 110 habitants au kilomètre carré,
ce qui finalement est peu. Vous en avez 360 en Allemagne, un peu plus aux Pays-Bas, 200 et quelques en Angleterre, pour une moyenne mondiale qui tourne aujourd'hui autour de 50 habitants au kilomètre carré. Donc nous sommes un pays où il y a de l'espace et ça va devenir une de nos très grandes échelles. Mais cela veut dire que c'est un mode de développement qui n'a plus grand-chose à voir avec celui que nous avons connu. Cela veut dire qu'on ne peut plus s'amuser à imiter l'espace, qu'on ne peut plus s'amuser à le tir en pleine campagne. Cela veut dire que nos modes de représentation de ce qui nous paraît souhaitable et désirable, et on est en plein dans la société durable, va changer. Il est clair que, sauf à créer des frustrations permanentes, vous ne pouvez plus donner à l'imaginaire collectif, comme comble du bonheur, le fait d'avoir une voiture qui fait du 360 à l'heure pour aller dans un pavillon en pleine campagne. Ça ne marche pas. Cela veut dire que notre représentation de ce qui est désirable, de ce qui est souhaitable, va changer. Et que nous avons un nouvel imaginaire à inventer. C'est donc une société complètement différente dans laquelle, je regarde l'heure, dans laquelle le rapport au temps va changer considérablement. Parce que voyez-vous, ce qu'il y a de si proche entre la crise financière que nous vivons et la crise écologique, c'est le rapport au temps. Nous sommes en train de crever, j'emploie un mot fort mais volontairement, de notre amour de l'immédiateté. Nous sommes une société qui avons effacé le passé et qui ne nous représentons pas l'avenir. Nous ne vivons que dans le présent. Il n'y a plus que le présent et le court terme le plus court qui soit, qui existe. Et pourquoi est-ce que la bulle financière nous explose à la figure? D'une part parce que, et un certain nombre l'ont dit, mais comme malheureusement souvent on prêchait dans le désert, n'est pas durable un système dans lequel vous avez 45 000 milliards de dollars, 45 000 milliards de dollars de biens réels créés pour 350 000 milliards de dollars de monnaie créée. Ça ne marche pas. Mais tout ceci n'a été rendu possible que parce que l'on est arrivé dans un système où on a cru que l'on pouvait imposer des taux de rentabilité mesurés trimestriellement, permettant d'obtenir annuellement 15, 20 ou 25% pour une croissance annuelle de 3 ou 4% globalement en termes d'économie réelle, et parce que nous nous sommes totalement désintéressés des conséquences à moyen et long terme, y compris dans la prise de risque, que pourrait avoir ce comportement. C'est exactement le même comportement que nous avons vis-à-vis des questions environnementales et des questions climatiques notamment. Jean-Pierre Dupuis, que Christian et moi aimons à citer, a écrit dans le Catastrophisme éclairé quelque chose qui est infiniment juste et sur lequel je me permets d'attirer votre attention. Il a écrit « Nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons, nous savions tout au moins ce qui s'est passé dans la finance. Nous savons pertinemment ce qui nous attend sur les affaires climatiques. Simplement, nous ne le croyons pas. Parce qu'en définitive, plus quelque chose nous apparaît comme étant dangereux, plus nous cherchons à nous persuader que ce n'est pas possible. Et donc, au lieu d'avoir une gestion rationnelle des risques, plus le risque est grand et plus nous sommes irrationnels. Et c'est cela que nous avons à changer. Et c'est cela que cette crise peut nous permettre de changer. Parce que de toute façon, rien ne sera plus comme cela a été.